Avec Stéphane, l'année dernière, notre chemin s'est arrêté au petit port de la Guittière. Rappelez-vous, il y a tout juste un an, chaussures bien lacées, nous arpentions les chemins de Vendée. Pourquoi ? Maintenant nous le savons, nous en sommes sûrs. On veut, tout simplement, partager un mot, mieux, attraper un sourire. Aujourd'hui, go ! C'est reparti pour la petite vadrouille. Sur les rives de Lyon, profitons de toutes les merveilles. Au lieu d'y piquer, un chaos de roches granitiques freine brutalement le cours de la rivière pour former le verrou de Lyon aux marmites de géants. L'air, l'eau, la terre et le verre, les éléments sont ici unis pour offrir le plus beau des spectacles. Et j'entends toujours Laurent nous conter son amour de la rivière. C'est humide, c'est frais. Voici un lieu qui propose une pause, une inspiration. On est complètement ailleurs. C'est chouette. Bah écoute, apparemment, on se trouve dans une ancienne filature, donc aménagée sur les bords de Lyon, au niveau du chaos de Piquet. Bah écoute, on va continuer. Seuls, nous sommes tous seuls. Réveil de la nature, premier chant des oiseaux, moment magique. Nous souhaitions tellement assister au lever du soleil. Levé à 4 heures, nous avons déjà vécu une extraordinaire rencontre. Retour en arrière. Il fait encore tout noir, le village dort. Alors apparemment, on arrive au centre astronomique vendéen. Je crois qu'il y a du monde. Ah oui, il fait juste ça. Bonjour. Bonjour. Mais vous êtes des leftos. Comment ? Enchanté, Marion. Oui, Richard Tanguy, du Centre astronomique Vendéen. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler justement de ce lieu, de cet endroit complètement insolite qu'il faut vraiment chercher, on trouve, on arrive dessus comme ça? Oui, c'est vrai, on essaie de toute façon d'être le plus discret possible parce qu'on évite les lumières des villes. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ce lieu il y a à peu près 25 ans, en 1995. Et on y est bien parce qu'on n'a pas de lumière de La Roche-sur-Yon. La Roche-sur-Yon est au nord, donc on regarde au sud, donc c'est très très bien. C'est calme, c'est complètement dégagé et on peut observer le ciel de la meilleure façon du mois de janvier jusqu'au mois de décembre. Richard, aujourd'hui, le Centre astronomique vendéen, qu'est-ce que c'est? C'est une association? C'est une association type association. loi 1901. Donc on est riche d'une grosse quarantaine de membres. Ah oui. Notre siège est ici, au Tablier. C'est vrai que c'est le lieu principal de nos rencontres parce qu'on fait beaucoup d'observations. On ne fait pas que des observations, on fait aussi des animations pour le grand public. On est là au mois d'août pour les Nuits des Étoiles et on peut accueillir jusqu'à 1200 personnes sur 3 jours. Et on fait aussi des animations pour les personnes qui le souhaitent. Donc on travaille notamment avec Saint-Hilaire-de-Riez, avec d'autres communes cet été, et puis on a aussi des activités, des conférences pour les membres, des ateliers pour un peu mieux comprendre l'astronomie. Enfin voilà, on a beaucoup de choses tout au long de l'année. Et donc cette éclipse qui se déroule, est-ce que vous pouvez nous en parler? C'est une éclipse de lune totale qui se déroule de façon un petit peu particulière parce que lorsque la face sera pleine, le ciel va se découvrir, s'éclairer parce que ce sera le jour qui va arriver. Donc c'est un peu particulier comme ambiance. Ce sont des. Alors je rappelle ce que c'est qu'une éclipse de lune. Une éclipse de lune se déroule lorsque la Terre est exactement entre la Lune et le Soleil. Ouais. Et donc la lumière de l'atmosphère terrestre diffuse en fait une couleur rougeâtre sur la Lune, d'où la fameuse éclipse de lune. C'est la dernière avant 2025. Je crois que la prochaine ce sera en 2025. Et donc c'est un phénomène qui est rare. C'est un phénomène, c'est rare. On en a une tous les 2, 3 ans, 3 ou 4 ans. Et comment ça se passe pour vous, ce genre de journée? Vous observez, vous notez, vous
photographier? Alors, on peut photographier. Moi, je suis sûr qu'il y a des collègues qui sont restés chez eux, mais qui ont pris des photos. Alors, au niveau intérêt scientifique, il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est vraiment le plaisir d'observer un phénomène qui est rare et de voir un petit peu si la lumière de la Lune est vraiment très, 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 très rouge. Si la Lune est vraiment très éclipsée, ce qui veut dire qu'on a une atmosphère terrestre qui est assez dense, mais c'est vraiment pour le plaisir. Richard, je vois que vous n'êtes pas seul. Ce sont des bénévoles de l'association qui vous accompagnent. Tout à fait, absolument. On est 3 ou 4 là qui ont décidé de venir ce matin observer l'éclipse de Lune. Question peut-être plus personnelle. Moi, ce qui m'intéresse, vous êtes bénévole. Voilà, c'est-à-dire que vous venez ici sur votre temps libre. Tout à fait. Comment êtes-vous arrivé jusqu'ici, dans cette association? Alors moi, mon histoire personnelle, moi je suis astronome amateur depuis 40 ans, plus de 40 ans. J'avais 12 ans quand j'ai observé avec un ami qui avait un petit télescope et on s'installait sur son garage, sur le toit de son garage, c'était un peu dangereux d'ailleurs. Et on observait Jupiter, Saturne et puis je suis tombé dedans après et depuis j'ai plus quitté l'astronomie du tout. Vous n'en avez pas fait votre métier? Non, j'en ai pas fait mon métier. Il faut savoir que c'est extrêmement difficile de devenir astronome. Il y a très très peu de postes, pas très bien payé. C'est beaucoup plus intéressant d'être ingénieur et de travailler dans les agences spatiales européennes ou dans les sociétés comme Airbus ou Thales, parce que là il y a du travail, mais en tant qu'astronome, non, il y a très très peu de postes. Donc je n'ai même pas essayé de le faire. Je suis juriste de formation et je sais que j'avais un professeur qui faisait du droit de l'espace. Mais là aussi, il m'avait dissuadé d'en faire parce que là aussi, il y a très très peu de juristes de droit de l'espace. Donc voilà. Mais en même temps, c'est très beau, je trouve, d'avoir gardé l'astronomie comme passion. C'est une passion. C'est une passion. Qui vous prend beaucoup de temps, j'imagine. Alors ça dépend. L'été, oui, ça prend beaucoup de temps. L'hiver, beaucoup moins, parce que la météo n'est pas de la partie. Mais oui, en règle générale, on utilise notre temps, notre passion. Mais c'est une passion, donc c'est pas une contrainte, si vous voulez. C'est vraiment quelque chose qu'on a et on le fait naturellement. Alors quand vous dites qu'on a un bon ciel en Vendée depuis 20 ans que l'association est créée, est-ce que vous sentez que les choses s'améliorent, se maintiennent ? Je dirais plutôt le contraire. Je dirais que ça se dégrade un petit peu, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'on a de plus en plus de lumière parasite. C'est-à-dire que c'est sûr que la Vendée construit, donc il y a de plus en plus d'habitants, il y a de plus en plus d'éclairage, et c'est vrai que ça se dégrade un petit peu l'observation. C'est pas frappant, mais moi ça fait 20 ans que je suis au Centre astronomique vendéen, on voit la différence. Est-ce que désormais l'association pourrait aussi avoir une nouvelle mission, c'est la prévention, prévenir C'est ce qu'on fait. Alors c'est ce qu'on fait, mais on a un collègue qui chapeaute tout ce qui est protection du ciel nocturne et qui s'en occupe spécialement et qui part du Centre astronomique vendéen et qui justement participe à ces opérations de communication et on lui laisse faire ce travail qui est un travail de qualité. Il a beaucoup de compétences en la matière et donc nous on ne le fait pas, si vous voulez. Ça c'est une richesse de l'association de savoir trouver les acteurs qui pourront ensuite vous aider. Oui. Alors moi c'est vrai que je suis un petit peu inquiet parce que c'est vrai que d'une part on a la pollution lumineuse, d'autre part on a aussi la pollution dans l'espace, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de satellites. Et ça, les enquêtes montrent que ça va se dégrader d'ici 2040 et que en 2040, un point lumineux sur 15 ne sera pas une étoile, mais sera un satellite. Et pour faire des photos, ce sera une véritable catastrophe. Donc c'est vrai que c'est inquiétant. Mais bon, je ne sais pas si on peut y faire quelque chose. Richard, merci. Est-ce que vous acceptez qu'on approche du son pour que vous nous fassiez découvrir votre univers? Tout à fait. Merci. Et Richard nous entraîne. Il nous conduit jusqu'au ciel où est précieusement conservé un trésor. Voici le télescope. Richard parle. Il nous confie la passion qui l'anime depuis si longtemps. On parle étoiles, on évoque les astres, on touche à tout ce qui compose notre merveilleux univers. Sourire les amis, aucun regret.
Aucun regret d'être parti si tôt. Magnifique moment, épisode magique, irréel et complètement hors du temps. L'aventure commence bien. Ces gens nous boostent. Retrouvons vite toutes les émotions du chemin. Go Stéphane. Faites-en bon usage. Merci, ça va être un bon souvenir pour nous. Non, c'est nous qui vous remercions surtout pour votre accueil. Puis on espère bien revenir pour voir Vous êtes les bienvenus, je résultats vous des répète. travaux. Il n'y a aucun problème. Bel été, belle nuit des étoiles surtout. Merci, merci. Et vous, bon voyage Merci. sur la Vendée. Merci et puis à bientôt j'espère en tout cas. Au revoir. Prenez à droite, la main borgère à gauche de kilomètre. On prend à gauche alors. Doucement et sûrement, nous suivons le GR jusqu'à la Main-Borgère. De la Main-Borgère, gagnons Château-Quibert, ce petit bourg situé sur un promontoire rocheux dominant la vallée du Marillier. Les kilomètres défilent, une pause s'impose. C'est bon. Alors, je crois qu'on n'a plus qu'à descendre ce petit chemin. Et là, on vous promet une belle surprise parce que nous partons retrouver Jérôme Aubineau, quelqu'un que vous connaissez parfaitement sur Télévendée qui nous fait le grand plaisir de venir nous retrouver. Bonjour Jérôme. Bonjour Marion. Quel plaisir. J'ai pas déroulé le tapis rouge, mais presque. Arrête. Un tapis vert. Enfin, je dis ça, je suis daltonien. Mais Je te fais un bisou. avec grand plaisir. Merci Bienvenue. d'avoir accepté de Ah, nous c'est- rejoindre eh sur le ben, chemin. Oui, oui, c'est chouette. Moi, je suis d'autant plus touchée que c'est la première fois qu'on se rencontre en C'est vrai. C'est vrai, on se voit Jérôme. par écran interposé. Voilà, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de te voir présenter des émissions sur Télévendée. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que moi, j'avais vraiment à cœur de t'avoir comme invité. Voilà. C'est fait, il y a du soleil. Mais oui. C'est Puis je vois super. que tu as mis les petits plats dans les Là, grands. J'ai fait un petit pique-nique, j'ai fait un stage intensif avec Jean-Pierre Pouvreau qui est chroniqueur cuisine sur Comme toujours. Donc voilà, j'ai essayé de concevoir un petit pique-nique C'est génial. avec des produits que j'aime bien et puis des produits locaux. Jérôme, moi, j'avais vraiment envie Ouais. de te rencontrer pour parler tout simplement de Jérôme Aubineau. Le personnage Jérôme Aubineau. Je sais pas si c'est un beau sujet, mais C'est un très beau sujet. Ouais. En plus, je vois voilà, que tu as amené plein de choses. ouais, j'ai des petites choses qui parlent un petit peu de l'actualité en ce moment. Enfin, de mon actualité. Est-ce que ça te dit qu'on s'assoit? Allez, Voilà, moi, installe-toi. je serais- Alors justement, l'actualité. L'actualité, On va commencer par ça. L'été, alors, beaucoup me disent mais l'été ça doit être de la folie au niveau spectacle. Alors j'ai la chance de tourner tout au long de l'année. L'été, bien sûr, il y a des spectacles, mais c'est pas contrairement à je pense des compagnies de théâtre de rue ou circassiens ou groupes de musique où vraiment l'été c'est la période de rush. Moi j'essaie en fait, d'éparpiller les dates tout au long de l'année dans la mesure du possible. Et ce qui fait que c'est un été correct, mais c'est pas la folie des festivals comme les copains musiciens peuvent connaître. Donc voilà, il y a quelques dates, et puis la sortie d'un nouveau spectacle qui date d'octobre, autour des vaches. D'où le bilan de lait. Puis Marion, regarde. Hop. Elles sont belles, mais... Génial. hein, Mais où est-ce que tu as trouvé ça? c'est de la vraie peau de vache. C'est Alors, ça vient de Roche-Trejoux. Vendée? Ouais, Du Made in Vendée? Made in Vendée, ouais, on peut pas faire plus Made in Vendée. C'est génial. French Théo, la marque French Théo. Moi, je l'avais découvert dans la grande émission sur TV Vendée où il était venu parler de... C'est pas toi qui leur a commandé Non, des chaussures? il avait déjà... Enfin, je suis un fan de sa signature. Et du coup, j'avais vu qu'il avait des chaussures en peau de vache. Donc, je l'ai appelé. Et puis, il m'a dit, je les fais plus, mais il m'en reste une paire. Donc, voilà. Et elle m'accompagne sur scène. Je les ai mises aujourd'hui en pleine nature. Alors justement, tu vas nous parler de Ouais. ces vaches. C'est en fait le spectacle il s'appelle Un trait de génie. C'est un travail, j'ai envie de dire, au long cours. Depuis 3 ans, je suis allé voir dans différentes régions. Il y a eu une résidence en Normandie, D'accord. et puis Aquitaine, Poitou et Vendée, Ouais, les régions. les régions, et également du côté de Besançon. La Montbéliarde. La Montbéliarde. En fait, je suis allé voir du vent, ça buffe. Je suis allé voir, regarde, elle est belle, hein. Holstein, Prime Holstein. Tout un petit décor, c'est Je génial. suis allé voir des éleveurs, mais également vétérinaires, anciens ministres de l'Agriculture,
syndicats et puis consommateurs, pour qu'ils me racontent leur relation à la vache, leurs histoires de vaches qui gravitent autour de la vache. Dans mon bestiaire, la vache, elle occupe la première place. Et pourquoi? Depuis que je suis tout petit, j'aime regarder Tu es né à les la vaches. campagne, Ouais, Jérôme. moi, je suis fils de paysan. Alors, un papa qui élevait des vaches, mais assez peu, en fait, parce que des génisses, des vaches pour la viande, mais jusqu'à mes 7-8 ans. Après, il a fait que des céréales et plantes pharmaceutiques. Mais un papy qui avait des vaches laitières. Et puis, je sais pas, c'est un animal que quand je dis que c'est dans mon bestiaire, elle occupe la première place. J'ai lu il y a pas longtemps que Nietzsche, il demandait à ses penseurs, philosophes, de s'inspirer des vaches, de savoir ruminer. Alors finalement, depuis que je suis tout petit, je fais mon Nietzsche. C'est joli. Mais bien sûr, tu fais ton J'aime niche. regarder les vaches. J'ai ça en moi et de me dire, mon père, mon grand-père faisaient de la culture avec leurs mains. Moi, j'en fais avec mes mots. Quel héritage, comment ça se traduit dans mes histoires. Et d'être aussi peut-être un peu nostalgique ou en tout cas triste de voir que... Alors je dis ça tout en ayant des vaches devant moi. Juste devant nous, ouais. C'est Ouais, des c'est ce que je charolaises, vois. mais je crois qu'il y avait de ça dans l'envie de faire ce spectacle. C'était de s'interroger quelle est la place des vaches. Moi, je vis à Bournozo, à côté de fermes, mais finalement, les vaches, je les vois très peu. Et c'était de questionner ça. Et puis, ma fille, qui l'autre jour, on avait un beefsteak, et puis elle me dit, c'est du bœuf. Ah, je dis, c'est marqué viande bovine. Et là, je me suis dit, mais est-ce que viande bovine, c'est forcément du bœuf? Mais c'est ça. Et Je a me suis commencé déjà cette posé la enquête, question. où à partir d'une barquette, cette barquette-là, j'ai essayé de remonter la filière. Et fort de tous les témoignages avec les éleveurs, les bouchers, vétérinaires, qui m'ont accompagné dans cette enquête, et le spectacle raconte ça. Partir d'une barquette de viande, retrouver la vache, et puis qui est prétexte à plein de souvenirs. J'évoque finalement l'enfance, c'est un road movie, un gars qui a quelque chose qui passe pas, il est persuadé que ça vient de la viande. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait de cet héritage paysan? Lui qui raconte, lui, pour les... C'est une véritable filiation. Ouais. Finalement, le spectacle se termine en disant que pour les voisins, je passe pour un paysan. Enfin, pour les citadins, quand je vais raconter des histoires, je passe pour un paysan. Pour les voisins, ils savent qu'à la campagne, je suis qu'un amateur, un touriste, un sympathisant. Et que finalement, qu'est-ce que je fais de cet héritage que j'ai dans ma tête une petite Java, parce que on suit toute une vache dans le spectacle qui chemine dans ma tête et que je crois dans mon ventre quand elle est dans ma tête. Et finalement, qui vient me questionner aujourd'hui. Et le spectacle, il raconte ça, ce road movie, cette enquête, qui est mieux prétexte à porter un regard sur mon enfance, sur les vaches et la place que je leur accorde. Comment t'es venue cette envie de devenir conteur? Moi, je me préparais à être enseignant. Et puis, alors, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont beaucoup emmené au spectacle, voir des conteurs. Je pense à Gérard Potier, je pense à Yannick Jolin, Bernard Bidot, des conteurs du coin. Je les ai vus, petits, ça me faisait rire, mais pas plus que ça. Et c'est vraiment ce qui a été déclencheur, c'est la fac. J'ai fait du droit, puis après de la socio. Et en socio, on avait le choix du sujet. Et je me suis intéressé aux contes. Et je suis retourné voir les conteurs que j'avais vus quand j'étais plus petit. Et là, ça a été le déclic de me dire, on peut voyager mille milles de toute réalité qu'avec des mots. Et de Nantes, j'avais l'impression qu'on me parlait de mon village que j'avais quitté. Et du coup, je me suis intéressé aux contes, aux histoires. Puis après, je dis souvent que j'ai eu de bonnes fées qui se sont penchées sur mon berceau. Parce que pour nourrir le mémoire, je me suis intéressé aux conteurs, aux contes qui étaient le public. Donc je suis allé beaucoup écouter des histoires, voir des conteurs. Tu t'es pas limité à la Vendée à ce Non, moment-là? du tout. Mais je suis quand même allé aussi en Vendée, où à l'époque, on est dans les années 95, il y a un gros festival de contes qui a une dimension nationale, qui est la Roche aux Contes, à La Roche-sur-Yon. Et en dehors du festival, tous les mois, il y avait une soirée dans un petit bistrot, le bistrot des Glycines, derrière le théâtre, où se racontaient des histoires. Et je suis allé écouter les histoires, toujours dans le souci d'enquête, qui étaient les conteurs, qui étaient les écouteurs. Et puis un jour, on me dit, mais à force d'écouter des histoires, t'en as peut-être une à raconter.
Et j'ai raconté une histoire que j'avais fait dans un cours de statistique. C'était, on étudiait la formation des couples, puis on se rendait compte que les couples se rencontraient beaucoup dans les espaces publics. Puis il y avait une petite case dans des endroits insolites, notamment les supermarchés. Tiens. Et je me suis dit comment on peut rencontrer l'âme sœur entre le rayon fruits et légumes et surgelés. Eh oui. Et là est née une histoire d'un homme en mal d'amour, puis qui prend un chariot qui a une feuille de salade qui bloque la roue. Et il se met à pleurer, il fait tomber une pile de boîtes de conserve et une larme se pose sur la feuille de salade. Et là, il y a une princesse qui sort. Magnifique. Elle s'appelle Batavia. Magnifique. Et ça va être toute une histoire d'amour. Et pour la première fois, j'avais fait cette histoire sans trop savoir si c'était du conte. En tout cas, on est en octobre. Je raconte cette histoire au bar des Glycines. Ce soir-là, il y avait la directrice du festival qui me dit « Ah, elle m'intéresse cette histoire. Je te programme en mars prochain pour le festival. » Ah, mais j'ai qu'une histoire. Bah, d'ici mars, t'as le temps d'en travailler une. Comme quoi, la bonne fée Batavia, elle a été Complètement. extraordinaire, quoi. Donc avec un copain, parce que j'avais un peu les chocottes d'y aller tout seul, on monte un spectacle, un tour d'histoire. Et puis on le joue en mars au Théâtre de la Roche. Et ce soir-là, il y avait Bernadette Bidot, une conteuse, qui me parraine et qui me dit je t'inscris à un concours de conteur en région parisienne, à Chevilly-la-Rue, auquel je suis allé. J'ai eu le prix du public. Et ce soir-là, il y avait Yannick Jolin qui était dans le jury et qui m'a accepté de faire un bout de chemin, de m'accompagner, de me parrainer. J'ai présenté la maîtrise et après, je suis parti. J'ai jamais enseigné. En fait, j'ai jamais rien fait d'autre que de raconter des histoires. Et puis après, petit à petit, donc les spectacles. Et puis après, il y a eu un peu de radio sur France Inter avec Tartine et Strapontin, où je racontais de temps en temps des petites histoires. On était plusieurs conteurs à faire ça. C'est là où je t'ai connue, en fait. Voilà. Et puis après, TV Vendée. Mais tout est une histoire de rencontre, C'est en fou, fait. Parce que c'est quand fou. on t'écoute, tu avances par paliers, mais au fur et à mesure des rencontres, en fait. C'est ça, mais je crois que c'est un peu comme la vie, c'est un peu comme dans les contes. On va croiser des personnages et des directions à prendre. Pourquoi on va plus prendre ce virage et pourquoi pas prendre le carrefour à gauche. C'est vraiment, je vis ça comme un conte en me disant qu'il y a de bonnes fées qui se penchent sur le berceau. Ouais. Quel regard, justement, tu portes sur ces amis? Au départ, je m'étais dit je ferais ça 5 ans. Et puis, Pourquoi 5 ans? parce que je pensais que ça ne tenait pas, que c'était pas sérieux. Et même parfois encore, je me dis quand je serai grand, je ferai un vrai métier. Mais voilà, on grandit. C'est un vrai métier. Et pourtant, j'ai toujours le sentiment, d'ailleurs, à mes filles, je leur dis je vais jouer. Donc, et toi, tu travailles pas, tu joues. Et c'est vrai qu'on mesure la chance de raconter. C'est un beau métier que de raconter des histoires. C'est que depuis le départ, t'as le sourire, en fait. T'as le sourire, t'as les yeux qui j'aime pétillent. j'aime ce milieu, j'aime raconter des histoires. Et puis, les festivals foisonnent aussi partout en France, dans les pays francophones. C'est vrai qu'il y a une discipline qui s'est, avec des gens comme Yannick Jolin, Catherine Zarcade, enfin un certain nombre de conteurs qui ont professionnalisé aussi la discipline. Question peut-être plus personnelle, Jérôme. Donc, tu as commencé, tu es parti sur Chevilly-la-Rue, donc forcément région parisienne. Pourquoi avoir choisi de revenir en Vendée? Parce que quand j'ai commencé cette aventure, j'étais sur Nantes et puis le musicien, c'était un copain d'enfance qui était en Vendée. Et puis moi, j'étais attaché vraiment à cette région. J'avais tous mes copains qui étaient là. Après, c'est pareil, mon épouse bossait en Vendée. Donc voilà, la question s'est même pas trop posée. On a vécu longtemps à Nantes, un petit peu en région parisienne, mais très vite on est revenu en Vendée. Parce que j'imagine que tu as dû avoir plein d'opportunités. Oui, et puis il y a de très belles régions. Et puis c'est aussi se dire que la Vendée, elle est formidable. Après, il y a de très très belles régions ailleurs aussi, mais je pense que ce territoire, il est associé à mon histoire, à la famille, aux amis. Tu le connais, voilà, oui, je le connais. Après, je le revendique pas. Je vais pas jouer la carte identitaire, mais c'est un pays que j'aime profondément. Et on a le droit de manger. Oui, parce que Stéphane va faire tomber la caméra. Voyager avec des mots, faire de la culture, transmettre une histoire, nous confier la sienne. On dévore ses paroles. Et pas que. Voyez ce repas. Un bon vin de chez notre ami Mathieu, des petits œufs fraîchement pondus par Cocotte et Minute. On adore et on savoure, au sens propre comme au figuré. Célébrons la vache, magnifions la Primelstein. On va voir les vaches. On va voir les vaches. C'est ça. Elles sont parties. Ah, elles sont parties. Bon, ça va, je te laisse. Hop. Regarde comme t'es belle. Regarde. Voilà. Jérôme, on te la laisse. Ah bah avec grand plaisir. Ah
bientôt. Super, je vais l'emmener en tournée. Mais j'espère. Bah oui, avec toutes les autres vaches. Puis nous, on va essayer de venir sur la tournée avec Stéphane. Avec grand plaisir, ouais. super Avec grand sympa. plaisir. Ouais. Franchement, n'hésite pas à nous envoyer les dates. Ça marche. Bah, bonne promenade. Merci Jérôme. Bonne À bientôt. rencontre. À bientôt. À Bétou. À bientôt. Exactement ça. Et vous, savez-vous ruminer? Stéphane, je te le promets, prochainement nous ressortons Nietzsche et tous ses penseurs. En attendant, Java et Batavia bien en tête, poursuivons notre quête. À Bétou,